Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 5 décembre. 15 ans après l'initiative de Coluche, les Restos du Cœur ouvrent à nouveau leurs portes, mais des objectifs sont modifiés. Avant le sommet européen de Nice, les 15 pays de l'Union font assaut de revendications nationales au grand désarroi des pays candidats. Nous verrons l'exemple de la Pologne et nous serons en direct de Bruxelles avec le président de la Commission européenne, M. Romano Prodi. Plusieurs dizaines de morts dans les violences en Côte d'Ivoire. Les manifestants partisans d'Alassane Ouattara expriment des tentations séparatistes. L'histoire d'un prisonnier détenu loin de sa femme et de ses enfants ou l'exemple d'une sorte de double peine infligée à la famille. À Lyon, la bataille municipale est déjà engagée. Pour succéder à Raymond Barre, la gauche et la droite sont au coude à coude, en quête avec l'appui de Paul Bocuse. Cinéma sorti demain d'une très jolie comédie intitulée National 7 où le sexe et le handicap donnent un récit très drôle, très émouvant. Et puis à tous ces titres, il faut ajouter la remise en liberté cet après-midi de Michel Roussin. L'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris avait été incarcéré vendredi dernier par les juges chargés de l'affaire des marchés présumés truqués des lycées en Ile-de-France. Cet après-midi, d'autres juges en ont décidé différemment, permettant à Michel Roussin de quitter sans doute dans les instants qui viennent la prison de la Santé. Dominique Verdeillan. Non, parce que Michel Roussin devrait passer sa 5e nuit en prison. Il ne quitterait la Santé que lorsqu'il se sera acquitté de la caution de 300 000 francs qui a fait partie, donc, qui a sorti sa remise en liberté. C'est un juge unique, c'est le principe même du référé liberté qui a pris cette décision en fin d'après-midi. Alors il faut se souvenir que vendredi, le parquet de Paris, dirigé par Jean-Pierre Dintillac, avait requis le mandat de dépôt de l'ancien ministre au nom du trouble à l'ordre public et pour les nécessités de l'enquête. Vous vous souvenez que le juge avait suivi ces réquisitions. Cet après-midi, le parquet général de la Cour d'appel de Paris a opté pour une autre attitude. Il n'a certes pas requis la mise en liberté de Michel Roussin, mais il ne s'est pas opposé à sa libération sous prétexte que les faits étaient anciens et que le risque de déperdition des preuves était minime dans cette affaire. Un parquet général dirigé par Alexandre Benmaclouf, ancien directeur de cabinet de Jacques Toubon, alors ministre de la Justice, et ancien conseiller de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Le parquet général assure ce soir que le magistrat qui a pris ces réquisitions l'a fait en toute indépendance et sans recevoir d'instruction. Le juge a donc suivi ces réquisitions. Michel Roussin libre probablement dans les heures qui viennent, mais il reste mis en examen pour recel et complicité de corruption. Dans le même temps, les juges continuaient leur enquête. Ils auditionnaient cet après-midi un ancien directeur de société qui lui est écroué depuis une quinzaine de jours. Merci Dominique. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. C'est ainsi que Coluche décida il y a 15 ans d'ouvrir des restaurants du cœur. Il y a maintenant 2100 relais, restos et antennes diverses un peu partout en France. L'an passé, 40 000 bénévoles ont servi 55 millions de repas. La baisse du chômage, la reprise économique ont certes un peu modifié les aspects de la misère, mais les restos du cœur continuent, même s'ils changent quand même un peu. Avec Marianne Masse et Patrick Verstorm, nous étions ce matin à Lille avec l'une des bénévoles de l'un des premiers restos ouverts par Coluche. Alors Francis, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Des pommes de terre. Pour Francine, bénévole au resto, c'est une nouvelle campagne qui commence. Il y a 15 ans, c'est elle qui a ouvert ce centre. Je pense qu'il n'y a personne, même Coluche, qui aurait pensé que ça aurait pu durer comme ça, quoi. Mais vous voulez créer un restaurant pour... Non, c'est plutôt un endroit, un comptoir de passage. C'est un local dans lequel on va travailler à la nourriture et on la distribuera à des gens qui passent. C'était il y a 15 ans. Coluche inaugurait à Lille le premier resto du cœur de France. Francine, on va commencer la distribution. Oui. Depuis, le système a évolué vers plus de convivialité, plus de suivi individuel. Ici, par exemple, on pratique la distribution à la carte. Qu'est-ce que tu prendrais? Les desserts, à 12 points aussi. Oh, je prends un chocolat. Un chocolat? Ouais. Un chocolat, c'est 9 points. 9 points. Oh, c'est tout. C'est bien pour aujourd'hui? C'est un quota par personne et par semaine. Le but, c'est pas d'aller vite. Le but, c'est de servir et que les gens prennent ce dont ils ont vraiment envie. Parler d'envie et pas seulement de besoin, pour Francine, c'est primordial. Alors ici, il faut venir nous dire bonjour 2 fois par semaine. Ah, d'accord. Le mardi et le jeudi, elle côtoie ses protégés, des gens du quartier comme elle, dont elle connaît les petites histoires. J'ai pensé à toi. Oui. Ouais, parce que j'ai vu un reportage
Francine est indispensable. Hein. Bon, on a besoin d'elle. Hein. C'est-à-dire Francine connaît tout le monde. Tu prends une casserole, tu coupes tes pommes en petits morceaux, tu mets un... Enlever le souci du repas pour permettre aux gens de se recentrer sur autre chose. On dit un livre, te touille, et quand c'est bien Des gens comme cuit, Francine, t'as plus de morceaux, ça c'est l'âme devient des de la restos. compote. Et tu as de la compote pour tes enfants. Des milliers d'actionnaires de Vivendi ont eu droit cet après-midi à la cour carrée du Louvre. Installés sous un chapiteau de 5000 m², ils participaient à l'Assemblée générale du groupe pour approuver le mariage avec le Canadien Seagram et la chaîne de télévision Canal+, afin de donner naissance à Vivendi Universal, numéro 2 mondial de la communication. Une naissance qui fait peur à quelques-uns du côté du cinéma. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Jean-François Chevet. La pyramide du Louvre, rien que cela. Et 5000 actionnaires convoqués pour un triomphe, celui de Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi. J'ai eu envie de commencer cette intervention en vous disant « Vous êtes formidables ». L'objet de l'Assemblée, valider la fusion Vivendi-Seagram-Canal+. Voilà qui concrétise l'opération lancée en fanfare au mois de juin dernier. C'était alors le temps du bonheur. Jean-Marie Messier et Pierre Lescure allaient s'offrir l'Amérique et le monde entier en prime. Quelques mois plus tard, le vernis a peu à peu craqué. L'opération apparaît bien risquée. Premier épisode, Vivendi doit absorber Seagram, c'est-à-dire les studios Universal, un catalogue impressionnant de films et de chanteurs. Cinéma, téléphone, Internet, l'entreprise se jette dans la nouvelle économie. Une transformation peut-être trop rapide. Vivendi apparaît comme un ensemble disparate, un espèce de conglomérat disparate avec de multiples activités. On peut se poser des questions sur la cohérence de ces activités. Deuxième acte de la fusion, Vivendi avale Canal+. Et enjeu majeur, tente de mettre la main sur son précieux fichier d'abonnés. Problème, le rapprochement inquiète les salariés de la chaîne qui redoutent des plans sociaux et la perte d'une certaine indépendance de ton et d'esprit. Canal+, c'était le groupe avant, c'était le groupe Canal+, c'était le groupe Canal+, qui se gérait, qui était en expansion. Maintenant, on fait partie d'un groupe. On est le numéro 2 mondial, paraît-il, de la communication en Vivendi. On est le numéro 2 mondial, on est la World Company, quoi. On est vraiment devenu la World Company, là. Autre inquiétude, celle du cinéma français. Canal+ est son principal bailleur de fonds. Les professionnels craignent que ce soutien ne s'effondre. Demain, les dirigeants de Vivendi vont siéger au conseil d'administration de l'Association des producteurs américains qui n'a de cesse de démanteler nos réglementations, celles qui favorisent la création en Europe. Ils vont financer des actions de cette association contre nos positions, contre celles du gouvernement français. C'est ça qui nous inquiète. Pour éviter d'en arriver là, le monde du cinéma va saisir le Conseil d'État. Un recours pour tenter, selon les professionnels, de sauver l'avenir de Canal+, à leurs yeux une exception française. De nouveau, les agriculteurs éleveurs se sont manifestés. Ils veulent obtenir, après le principe de précaution, le principe de réparation. Ils étaient plusieurs milliers à Clermont-Ferrand pour réclamer une aide européenne massive compte tenu de leur baisse d'activité due à la crise de la vache folle. Les discours s'adressaient parfois en termes très véhéments aux dirigeants de l'Union européenne qui seront dans 2 jours à Nice. Des dirigeants qui pour l'instant ne font pas preuve d'un grand optimisme quant à la possibilité de réformer les institutions européennes. Les petits pays auront-ils le même poids que les grands? Et j'entends par là les plus peuplés. C'est l'un des enjeux de cette rencontre de Nice. Explication avec Christian Marimono. Avant le sommet de Nice, le président Jacques Chirac avait décidé de prendre son bâton de pèlerin, un marathon qu'il a conduit dans les 14 capitales européennes. Aujourd'hui, il connaît un peu mieux les cartes maîtresses de ses partenaires. Quel est l'enjeu? La réforme des institutions de l'Europe des 15 en vue de l'élargissement aux 12 pays candidats, par exemple la Pologne. Pour réussir, 3 priorités. Tout d'abord, la taille de la Commission européenne, l'exécutif des 15. Actuellement, elle est composée de 20 commissaires. La France voudrait réduire le nombre. Au nom des petits pays, le Premier ministre portugais a abattu une carte, pas de touche à nos commissaires. Autre priorité, la pondération des voix, c'est-à-dire le pouvoir politique au Conseil des ministres. Le nombre de voix est fonction de l'importance démographique. Les grands pays, tels que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, ont 10 voix. Les autres, de 8 à 3 voix selon leur taille. Le Premier ministre espagnol a posé sa carte, il veut jouer dans la cour des grands. Alors que l'Allemagne, avec ses 82 millions d'habitants, veut peser beaucoup plus lourd. Eh bien, je ne suis pas favorable à ce qu'on appelle un décrochage. Je ne suis pas favorable.
Le chancelier n'abat pas sa carte de suite. Nous nous sommes mis d'accord pour se mettre d'accord à Nice. Troisième priorité, le vote à la majorité. Le Britannique Tony Blair joue carte sur table. Des lignes rouges ne seront pas franchies, dit-il, notamment le vote à l'unanimité que les Britanniques souhaitent maintenu sur des dossiers sensibles. Nice, un pari pour l'avenir de l'Europe et un traité peut-être à la dernière minute. Monsieur Romano Prodi, bonsoir. Vous êtes en direct de Bruxelles. Il y a quelques jours, vous étiez plutôt pessimiste. Vous disiez qu'il y avait 50% de chances pour que ça marche à Nice. Alors, est-ce que vous avez toujours ces craintes? Non, je ne suis pas pessimiste et pas optimiste, mais je suis déterminé à travailler pour les résultats de Nice. Et je vais à Nice préoccupé, mais plein d'espoir sur la sagesse de la France, parce que je pense que la France a la responsabilité de conduire l'Europe à l'élargissement. La présidence française, justement, a-t-elle été efficace malgré ou grâce à la cohabitation politique en France? Mais la présidence française était efficace, elle a fait tout de point de vue technique pour préparer la réunion. Et maintenant, il est le moment du compromis, c'est le moment de l'accord final et je répète que je pense que la France il a encore la force et la capacité de conduire les négociations avec les pays européens dans les points que vous avez aussi bien illustrés avant. Alors, est-ce que vous avez l'impression que s'il y a échec, il faudra repousser l'entrée des pays candidats? Parce que si on ne se met pas d'accord à 15, pourquoi pourrait-on se mettre d'accord à 25? Oui, écoutez, c'est impossible d'avoir un accord de 25 avec la règle de l'unanimité. L'Europe s'était fondée avec la règle de l'unanimité quand c'était une Europe à 6 amis ensemble. Maintenant, c'est vraiment difficile avec 15. Il sera impossible avec 25. Mais je pense que les jours de Nice, ils seront les jours dans lesquels nous serons capables de prendre des décisions parce que c'est impossible de refuser l'élargissement de l'Europe. Tous les pays européens, ils attendent l'unité de l'Europe. C'est quelque chose que c'est nécessaire pour la paix, pour la prospérité, pour avoir un rôle dans le monde entier, dans la nouvelle globalisation. Et il faut être ensemble, il faut être tous ensemble. Mais vous comprenez, Monsieur Prodi, l'inquiétude des petits pays lorsqu'ils voient que les grands veulent au fond s'arranger entre eux? Mais ça, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de voter avec la double majorité. C'est-à-dire, l'Europe, c'est une Europe des nations et c'est une Europe des peuples. Alors, pour approuver les délibérations, il faut avoir la majorité des peuples et la majorité des nations. À mon avis, c'est sage, c'est équilibré, c'est clair. Tout le monde comprend voter avec la majorité des nations et des peuples. Merci Monsieur Prodi de nous avoir répondu en direct de Bruxelles. Parmi les pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne, la Pologne présente, j'allais dire, un véritable casse-tête économique étant donné la situation de son secteur agricole. Plus d'1 million de petites exploitations, souvent peu compétitives, qui pourraient être ainsi menacées par une ouverture vers l'Europe. Mais d'autres agriculteurs polonais sont en revanche sur le point d'estimer que c'est une chance pour eux de rentrer dans l'Europe. Explication avec le reportage dans la région de Poznan, réalisé par Maryse Burgot et Diane Richard. Elle dit qu'elle a honte d'être obligée de faire travailler son fils dès le petit matin avant l'école, honte de n'avoir que 5 vaches à traire et 8 hectares de terre. Alors Madviga a hésité avant de nous laisser filmer. Dans l'étable, les conditions d'hygiène ne répondent pas vraiment aux normes de l'Union européenne et si elle accepte finalement de parler, c'est pour dire sa peur de l'Europe. On ne gagne pas assez pour investir ou seulement rénover. Alors je ne sais pas ce qu'on va devenir. Trop petite, la ferme n'est pas rentable. Comme les 3/4 des exploitations du pays, elle ne fera pas le poids lors de l'intégration de la Pologne dans l'Europe.
Le mari, affairé autour de ses cochons, se souvient que la ferme avait bien failli disparaître pendant le communisme. Mais comme une majorité de paysans polonais, son père avait réussi à éviter la collectivisation forcée des terres. Aujourd'hui, ce n'est plus le communisme qui menace la ferme, mais l'Europe. Je ne suis pas pour les communistes, mais à cette époque je vivais mieux. Je pouvais nourrir ma famille, les prix étaient garantis. Avec l'Europe, je ne sais pas comment ça va se passer. Une autre ferme, dans le même village, mais un tout autre discours. La famille Zarosic possède 75 hectares de terre et des moyens qui n'ont rien à envier aux agriculteurs français et allemands. Déjà compétitive, la ferme de Stanislav et de son fils survivra à l'entrée dans l'Europe. Tous les deux sont même très impatients d'avoir les avantages liés à la politique agricole commune. Ici, seul le blé est subventionné par l'État polonais, alors qu'au sein de l'Europe, beaucoup de produits sont subventionnés. C'est pour ça qu'il faut que l'on soit intégré à l'Europe très vite. Alors même si le prix à payer est la disparition de milliers d'agriculteurs, la Pologne veut entrer dans l'Europe et elle s'impatiente devant les exigences des 15 et n'espère pas grand-chose du sommet de Nice. Alors dans cette atmosphère plutôt difficile pour l'Europe, la bonne nouvelle vient de l'euro qui se redresse depuis 7 jours face au dollar. L'euro est au-dessus de 0,88 $. En revanche, cet après-midi à l'Assemblée nationale, on a entendu des remous à gauche comme à droite à propos d'ordonnances au pluriel que doit prendre maintenant Lionel Jospin pour mettre la France en règle vis-à-vis de l'Europe. Christian-Marie Monod, de quoi s'agit-il? Mais il faut rappeler qu'une directive est une loi européenne qui s'impose à tous les citoyens européens. Elle est proposée par la Commission européenne, adoptée par le Conseil des ministres des 15 après examen par le Parlement européen. Il faut la transposer ensuite dans la législation française. Elle a donc ensuite force de loi. C'est le cas par exemple de la loi chasse qui est peu appréciée, on le sait, par les chasseurs. Il y a 10 ans, la France était en 3e position quant à la transposition dans la législation. Aujourd'hui, nous sommes les derniers de la classe européenne. 136 directives sont actuellement en attente d'une transposition, certaines depuis plus de 20 ans. Le gouvernement aujourd'hui découvre à l'étendue, j'allais dire, du désastre, disons du travail, d'où le recours aux ordonnances pour gagner du temps. Parmi les transpositions non faites, le travail de nuit des femmes. La Commission avait d'ailleurs traduit la France devant la Cour de justice qui prévoyait une astreinte, tenez-vous bien, de 900 000 francs par jour. Les autorités françaises ayant annoncé qu'elles allaient s'y employer rapidement, la procédure a été suspendue. Autre exemple, le bonus-malus des assurances, ce qui est tout à fait non conforme à la législation européenne. Quand elle sera transposée, eh bien, ce sera une bonne nouvelle pour les conducteurs. Bref, à quelques jours du sommet de Nice qui clôt la présidence de l'Union européenne, cela fait pour le moins désordre. Merci Christian-Marie. La Côte d'Ivoire est en état d'urgence et le président Laurent Gbagbo a instauré un couvre-feu. Les partisans d'Alassane Ouattara, exclus des élections législatives de dimanche prochain, poursuivent leurs manifestations avec parfois des slogans séparatistes. Ils sont du Nord, ils sont musulmans et ils s'estiment victimes d'une véritable injustice. Les violences auraient fait plusieurs dizaines de morts et la répression policière aujourd'hui a été très vive. Reportage de nos correspondants permanents à Abidjan, Éric Monnier et Roger Motte. Le président ivoirien Laurent Gbagbo avait prévenu hier soir dans une déclaration solennelle. En cas de nouveau débordement ce matin, les forces de l'ordre avaient pour consigne de s'opposer par tous les moyens aux fauteurs de troubles. Or, troubles, il y eut ce matin dans plusieurs communes populaires d'Abidjan. Des incendies, des barricades, une situation quasi insurrectionnelle pour la 2e journée consécutive. Mais contrairement à hier, l'armée ivoirienne a fait son apparition, participant aux côtés de la police et de la gendarmerie aux opérations de démantèlement des barrages et de ratissage. Conséquence, une répression bien plus sévère. Des blessés et des morts aussi dont il est difficile d'évaluer le nombre côté insurgé. Le ministre de l'Intérieur déplore pour sa part la mort d'un gendarme et d'un policier. Au fur et à mesure de la reprise en main, des manifestants étaient contraints de déblayer les barricades avant, pour certains, d'être arrêtés. Le pouvoir ivoirien a donc tenu parole et choisi la manière forte pour réduire les partisans de l'opposant Alassane Ouattara, pour la plupart comme lui musulmans et originaires du nord du pays. Des partisans qui protestent toujours contre l'invalidation de leur leader aux élections législatives, toujours prévues dimanche prochain. Le nord du pays pour l'instant se tient tranquille. Aucun incident grave n'a été signalé dans une région pourtant jugée favorable à Alassane Ouattara. Ce qui n'empêche pas le gouvernement français, qui avait très tôt apporté un soutien remarqué au nouveau président Laurent Gbagbo, de se dire ce soir gravement préoccupé par la situation.
Au Chili, le général Pinochet n'a toujours pas reçu notification de son inculpation et de son assignation à résidence. Ses avocats ont introduit un nouveau recours en appel. Mais déjà, beaucoup de Chiliens, notamment des familles, des victimes, reconnaissent que la justice a fait une grande avancée. Nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Jean-François Renou ont rencontré deux femmes dont les frères ont été assassinés sous la dictature de Pinochet. Dans une rue de Santiago, deux femmes marchent sur le chemin du souvenir. Lili et Liliane ont en commun d'avoir chacune perdu un frère en 1973, peu après le coup d'État du général Pinochet. Tous les deux victimes de la caravane de la mort, cet escadron chargé de la liquidation des opposants. Comme Mario, le frère de Liliane, fusillé 5 semaines après son arrestation. Les derniers instants de mon frère ont été terribles. Lui et ses camarades avaient été torturés totalement. Ongles arrachés, des mains et des pieds, yeux crevés. C'était une chose horrible. Mario était avocat, haut fonctionnaire. Claudio, le frère de Lili, était ingénieur agronome. L'un comme l'autre avait un même tort, celui de militer au Parti socialiste de Salvador Allende. Nous voulons au moins la vérité et que Pinochet soit jugé, parce que le cerveau c'était lui. Lui qui faisait tuer tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. Moi, ce que je réclame, c'est un petit peu de compassion. Même pas la vérité, parce que la vérité, on la connaît. La reconnaissance de ce qui est arrivé et de la compassion, parce qu'ils n'en ont aucune, ces militaires. Quand vous les voyez à la télévision, ils ont toujours cette morgue, ils nous parlent de haut, ils nous disent d'oublier, de penser à l'avenir. Mais nous ne pouvons pas oublier, c'est impossible. Depuis l'inculpation de l'ancien dictateur, Lili et Liliane savent qu'elles ont eu raison de refuser l'oubli. Elles sont fortes. Elles ont depuis longtemps fait don de leur douleur à la justice. Au Maroc, l'interdiction de 3 journaux, 3 hebdomadaires par le gouvernement de M. Youssouffi provoque de très nombreuses réactions. Le Premier ministre marocain affirme que ces journaux discréditaient le pays et portaient atteinte aux institutions. Différentes organisations internationales appuient les hebdomadaires interdits qui ont saisi la Cour suprême marocaine et fait appel au roi Mohamed VI. Commentaire Jérôme Bonny avec Patrice Ramden. En visite officielle à Berlin, le Premier ministre socialiste du Maroc ne peut éviter la question sur un acte qui ternit son image d'homme de l'alternance, l'interdiction de 3 grands journaux marocains. J'étais attristé par le travail de sape et de discrédit, d'atteinte à la crédibilité du pays, à laquelle s'est livrée une partie de la presse, quelques journaux. Des journaux qui ont osé lever un tabou, celui qui entoure l'attentat manqué d'août 72 contre le roi du Maroc. La version officielle avait toujours désigné comme seul coupable le général Oufkir, homme de confiance du roi, éliminé le soir même. Mais selon les révélations des journaux interdits, plusieurs dirigeants socialistes auraient été mis dans le secret du putsch. Hypothèse, le roi Hassan II aurait ainsi pu tenir son opposition de gauche pendant toutes ces années, jusqu'au jour où il appelle au pouvoir le socialiste Abderrahmane Youssouffi. En tout cas, en interdisant 3 journaux, le Premier ministre marocain reprend une pratique qu'il a lui-même combattue pendant 30 ans. Dans cette affaire, il n'y a aucune atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons fait un travail journalistique simple et direct, c'est-à-dire que nous avons révélé à l'opinion publique des faits historiques qui sont méconnus. Les défenseurs des droits de l'homme se retournent vers le roi Mohamed VI, mais dans l'entourage de son Premier ministre, on laisse entendre que cette mesure d'interdiction n'aurait pas été prise si le palais y avait été opposé. La mise en examen en tant que personne morale de 2 banques, la BRED, membre du groupe Banque Populaire, et la Société Marseillaise de Crédit pour blanchiment aggravé dans une enquête portant sur un réseau de blanchiment d'argent entre la France et Israël. Nouvel attentat en Corse. L'explosion a causé d'importants dégâts à un bâtiment du camp militaire de Borgo, en Haute-Corse. Pas de revendication, mais cela fait un attentat de plus dans une série d'actions violentes accomplies alors que jeudi, l'Assemblée territoriale corse doit se prononcer sur le texte prévoyant des modifications du statut de l'île. Reportage Joël Bruyandet et Olivier Robert. Le mur du camp militaire Colonna d'Istria n'a pas résisté. Sur une longueur de 4 mètres, le béton est couché au sol. La déflagration a commotionné un des gendarmes qui était sur place,
Mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Cet attentat ne fait pas de victimes à une exception près, mais c'est seulement à la chance que nous devons ce résultat. Samedi déjà, les démineurs d'Ajaccio avaient dû faire exploser une charge à proximité d'un établissement militaire. Les poseurs de bombes avaient donné l'alerte au dernier moment. Dimanche, une autre charge très puissante a été désamorcée devant le secrétariat général aux affaires corses. Aucune de ces opérations n'a été revendiquée, mais l'attentat d'hier intervient juste après l'incarcération de Olivier Saoli et Patrice Mourati, deux cadres de la Concolta Independentista. La justice les soupçonne d'avoir participé à cette conférence de presse clandestine. Force est de constater que la répression a continué et qu'aujourd'hui on s'attaque précisément à ceux que l'on soupçonne d'avoir participé à la construction de la paix, puisqu'on poursuit des gens et on les incarcère pour avoir participé à la conférence de presse qui a déclaré la paix. Donc c'est quand même assez curieux, manifestement il s'agit d'une agression contre la paix. Jean-Guy Talamoni précise par ailleurs que même si le processus de paix est menacé, le processus institutionnel, c'est-à-dire les négociations avec le gouvernement, suit son cours, lui, normalement. Autre événement qui explique peut-être ce regain de violence, dans 2 jours à Ajaccio, l'Assemblée territoriale doit se prononcer sur le projet de loi du gouvernement pour la Corse, un projet soutenu par beaucoup dans l'île, mais un projet qui a aussi ses opposants. Concernant l'aide juridictionnelle, les avocats qui mènent, vous savez, des actions de protestation depuis plusieurs jours auraient obtenu du ministère de la Justice le doublement de la rémunération, mais il reste des divergences entre la garde des Sceaux et les avocats à propos des prud'hommes et des procédures de divorce. Ce matin à Grenoble, plusieurs centaines de personnes ont accompagné la maman de Soufiane, 15 ans. Soufiane assassinée mercredi, accompagnée jusqu'à la préfecture de l'Isère. Le cortège a défilé dans le calme et le silence en souvenir du jeune garçon qui sera inhumé en Algérie. Ces 2 meurtriers présumés ont été, je vous le rappelle, écroués. Une femme, membre de l'Observatoire international des prisons, mène actuellement un combat contre l'administration pénitentiaire. Elle est la femme d'un prisonnier incarcéré depuis 1997 à la maison d'arrêt de Draguignan, en Gironde. Mais récemment, André Segura, condamné pour de multiples vols à main armée, a été transféré en région parisienne. À sa détention s'ajoute pour la femme d'André Segura et ses enfants une autre peine, celle de l'éloignement et de la difficulté matérielle de maintenir un lien familial. Voyez le reportage de Laurence Decherf et Delphine Détry. Paris-Bordeaux, c'est 600 km. 3 heures de TGV, mais c'est surtout 1200 francs l'aller-retour. À raison d'une visite par semaine, Laurence accumule les contraventions. Voilà. Merci. Bon voyage. Je ne suis pas du tout en mesure de pouvoir payer les allers-retours en TGV de Bordeaux à Bois d'Arcy. Détenu depuis 1997 à la prison de Gradignan, près de Bordeaux, André Segura, auteur de plusieurs hold-up et d'évasions, est transféré brutalement le 3 novembre dernier à Bois d'Arcy, dans les Yvelines. C'est un détenu de modèle, il n'a jamais fait un jour de mitard depuis mai 97 qu'il était incarcéré. Il a fait une connerie, il paye sa dette à la société, je veux dire, il n'a pas... Ça doit se limiter à une privation de liberté, pas qu'on nous brise nos liens familiaux comme ils sont en train de faire, ils sont en train de nous assassiner. Laurence avait emménagé à 800 mètres de la prison pour se rapprocher de son mari. Une proximité qui permettait à André Segura de voir ses filles chaque semaine. Ils oublient qu'on a que les enfants, ils n'ont rien fait. Ils sont innocents, mes enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille, pour être séparée de son père? La chancellerie ne souhaite pas s'exprimer officiellement sur cette affaire. Le directeur de la prison de Gradignan évoque hors caméra un vague problème de sécurité. Un transfert au mépris de la loi. La loi du 12 avril, théoriquement, devait mettre une limite légale et un cadre juridique à ce genre de mesures. L'administration pénitentiaire ne le voit pas de cet œil-là. Il faudra qu'une telle mesure soit contestée, attaquée devant le juge, de telle manière à faire entendre raison l'administration pénitentiaire. Noël Mamère a écrit au ministre de la Justice, demandant des explications au sujet de ce transfert. Pour lui, l'administration pénitentiaire n'a pas évolué depuis le siècle dernier. Le problème, c'est qu'un directeur de prison, c'est quasiment il est quasiment doté de droits divins. C'est le maître du monde, d'un monde fermé, d'un monde pas comme les autres, mais c'est quand même le maître du monde. Là, c'est André avec... Cette décision pourrait éloigner André Segura de sa famille, une cassure qui ne facilitera pas son retour dans la société. En vue des élections municipales de mars prochain, les états-majors politiques s'organisent. L'une des villes test pour la droite sera à Lyon. Raymond Barre ne se représente pas. Après lui, les candidats sont nombreux. Et les sondages plutôt en faveur de la gauche, ce qui a conduit la droite à se réunir. Et ainsi, dans la tradition culinaire lyonnaise, on peut dire que la table est mise, comme le racontent maintenant Véronique Saint-Olive et Philippe Jasselin.
Plébiscite toutes catégories confondues, c'est Paul Bocuse que les Lyonnais viennent de désigner comme leur meilleur ambassadeur en France et à l'étranger. En pleine bataille pour les municipales, le chef 3 étoiles, qui connaît chacun des candidats, avoue seulement un faible pour Raymond Barre, le maire sortant. Et il confie sa recette du fond de sauce politique. Je pense que les hommes sont plus importants que la politique, parce qu'une fois que l'homme est maire, il n'y a plus de politique. Donc vous pensez que c'est l'homme qui fait la fonction? L'homme qui fait la fonction et qui fait la ville. En face de Fourvière, une brasserie au cœur de la ville. Après des mois de crise de nerfs et de tractations laborieuses, la droite affiche enfin son union. Militants UDF et RPR sont côte à côte, soulagés. C'est le président du Conseil général, Michel Mercier, qui mènera la liste. Avec un RPR, le professeur Jean-Michel Dubernard, qui cette fois s'est greffé lui-même comme bras droit. J'ai donc envie ce soir simplement de m'adresser à toutes les électrices et à tous les électeurs lyonnais et leur dire simplement une chose. Si vous ne voulez pas que cette ville tombe à gauche, vous n'avez qu'une seule liste qui a capacité à le faire, c'est la nôtre. Parce qu'il y a aussi Charles Millon qui occupe l'espace. Une campagne tout-terrain, un programme très complet basé sur la sécurité. L'ancien président du Conseil régional espère faire oublier son alliance passée avec le Front National. Bon. Bonjour madame. Bonjour madame. Charles Millon. Très bien. Bon, on va pas vous déranger plus. Au revoir madame. Au revoir mesdames. Tout le monde connaît mes engagements familiaux, mes engagements spirituels, mes engagements moraux, mes engagements politiques. Alors, ras-le-bol de toutes les bêtises que racontent un certain nombre de personnes qui ont envie, parce qu'ils sont incapables d'arriver par eux-mêmes, d'arriver par les accusations qu'ils portent sur les autres. Je me présente, Charles Millon. Bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Pourtant, à droite, la perspective d'une alliance entre les deux tours hérisse certains. Du coup, à gauche, on boit à la santé du trublion. Bon, donc, à la vôtre. La droite est confrontée finalement à une alternative assez fâcheuse pour elle. Soit elle fait alliance avec Charles Millon et effectivement elle perd un nombre considérable de voix puisqu'il y a 8 points d'écart, soit elle ne fait pas alliance et il y a une triangulaire et à ce moment-là nous écrasons la droite. Pour Gérard Collomb, la mairie n'a jamais semblé plus à portée de main. Alors le leader de la gauche plurielle joue l'ouverture, le modernisme et les nouvelles entreprises, avec la réhabilitation du 9e arrondissement dont il est maire comme carte de visite. Et puis à l'hôtel de ville, il y a Raymond Barre dans son bureau qui juge, mais qui se garde bien d'arbitrer. On veut me faire passer pour socialiste. C'est, passez-moi l'expression, c'est rigolo. Je dirais, je préfère que Lyon reste une ville du centre droit. Si une alternance se produisait, ce ne serait pas la fin du monde. Les candidats ont 3 mois pour peaufiner leurs arguments. Paul Bocuse, lui, a déjà le slogan. Allez, bon appétit et comme on dit à Lyon, une large soif. Du cinéma, demain sortie du film National 7, réalisé par Jean-Pierre Sinati et produit par Jacques Fansten. National 7, c'est un film très drôle, émouvant, puisqu'il met en scène des personnes handicapées, un film où la sexualité débordante de l'un conduit une éducatrice à bouleverser l'ordonnancement de l'Institut. Et c'est le long de la National 7 que l'on brise tous les tabous. Présentation Pascal Deschamps et Gilbert Ruzan. Une éducatrice qui mesure les portes des caravanes des prostituées pour être sûre que des fauteuils roulants peuvent entrer, vous me direz, il n'y a qu'un réalisateur de cinéma pour avoir une idée pareille. Et pourtant, ça s'est vraiment passé comme ça. D'ailleurs, tout ce que raconte National 7 est vrai. Un film qui s'est alterné paroles crues et paroles émues pour aller droit au but. Ça existe vraiment des femmes fichues comme ça? Je le dis. Vous m'entendez? Il faut que vous me trouviez une prostituée. Il y a qu'elles qui voudront de moi, il n'y a qu'à vous que je peux demander ça. Cette situation, Julie Sinapi l'a vécue. Éducatrice spécialisée, elle a dû, comme beaucoup d'autres, trouver elle-même la solution au problème car légalement rien n'est prévu. Les handicapés sont pris en charge pour le gîte et le couvert, mais pour le reste... Primo, discrétion absolue. Personne ne doit savoir. Et ensuite, sur le plan administratif, je ne sais absolument pas ce qui est prévu. On est dans le cadre d'une sortie. Médical ou loisir?
Ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. La difficulté pour beaucoup, c'est d'être considéré un adulte. Si le sujet peut paraître lourd, le ton du film est, lui, résolument léger. Les exigences de René viennent perturber le quotidien des autres pensionnaires qui ne demandaient pas mieux pour la plupart. J'ai peur, non, je ne veux pas y aller, on s'en va. Comme d'autres résidents du foyer où le film a été tourné, Nicolas a tenu à jouer un rôle. Est-ce que vous avez peur que le film choque des gens qui ne connaissent pas d'handicapés ou qui ne connaissent pas les problèmes des handicapés? Au contraire, je pense que ça peut les... Enfin, pas les rapprocher, mais voir une autre image de l'handicapé, quoi. Laquelle? Parce qu'avant, on était enfermés, on nous montrait pas. Tandis que maintenant, on nous montre. On a besoin de se battre encore pour dire qu'on est là. Et qu'on vit comme les autres. C'est pas parce qu'on a des peines dans la fauteuil qu'on vit pas comme les autres. Et ça, je tenais à le dire. Avec National 7, Julie, Karine et Nicolas semblent nous dire « Le handicap, ce n'est pas une punition. C'est des roues à la place des jambes, certes, rien de moins, rien de plus. » Voilà, National 7, une comédie que je vous recommande à partir de demain sur les écrans. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle la décision des juges en référé concernant Michel Roussin. Il sera remis en liberté. Il avait été incarcéré à la prison de la Santé vendredi dernier par les juges chargés de l'affaire de marché présumé truqué des lycées en Île-de-France. 15 ans après l'initiative de Coluche, les Restos du Cœur ouvrent à nouveau leurs portes, mais avec des objectifs modifiés compte tenu de la croissance et de la baisse du chômage. Et puis plusieurs dizaines de morts dans les violences en Côte d'Ivoire. Les manifestants partisans d'Alassane Ouattara expriment maintenant des tentations séparatistes. Dans quelques secondes, la météo vous sera présentée par Nathalie Riouet, puis il y aura le film de Robert Redford, très beau film, Et au milieu coule une rivière. Le dernier journal de la rédaction, c'est à 0h50 avec Laurence Piquet. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Madame Michèle Alliot-Marie, la présidente du RPR. À 13h, vous trouverez ici même Antoine Cormery. À demain, 20h. Bonsoir. Merci. Elle est au dépôt, la ouais. Alors Francis, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Des pommes de terre. Pour Francine, bénévole au resto, c'est une nouvelle campagne qui commence. Il y a 15 ans, c'est elle qui a ouvert ce centre. Je pense qu'il n'y a personne, même Coluche, qui aurait pensé que ça aurait pu durer comme ça, quoi. Vous voulez créer un restaurant? Non, c'est plutôt un endroit, un comptoir de passage. C'est un local dans lequel on va travailler à la nourriture et on la distribuera à des gens qui
C'était il y a 15 ans, Coluche inaugurait à Lille le premier resto du cœur de France. Francine, on va commencer la distribution. Oui. Depuis, le système a évolué vers plus de convivialité, plus de suivi individuel. Ici, par exemple, on pratique la distribution à la carte. Qu'est-ce que tu prendrais? Du dessert, tu as 12 points aussi. Je prends un chocolat. Un chocolat? Ouais. Un chocolat, c'est 9 points. 9 points. Oh, c'est tout. C'est bien pour aujourd'hui. C'est un quota par personne et par semaine. Le but, c'est pas d'aller vite. Le but, c'est de servir et que les gens prennent ce dont ils ont vraiment envie. Parler d'envie et pas seulement de besoin, pour Francine, c'est primordial. Alors ici, il faut venir nous dire bonjour 2 fois par semaine. Le mardi et le jeudi, elle côtoie ses protégés, des gens du quartier comme elle, dont elle connaît les petites histoires. J'ai pensé à toi. Oui. Ouais, parce que j'ai vu un reportage. Francine est indispensable. Hein. Bon, on a besoin d'elle. Hein. C'est-à-dire Francine connaît tout le monde. Tu prends une casserole, tu coupes tes pommes en petits morceaux, tu mets un petit Enlever peu le d'eau souci du repas pour permettre aux gens de se recentrer sur autre et, chose. comme on dit à Lille, te touille. Et quand c'est bien gens comme cuit, Francine, t'as plus de morceaux, ça c'est devient l'âme de des la restos. compote. Et t'as de la compote pour tes enfants. La pyramide du Louvre, rien que cela. Et 5000 actionnaires convoqués pour un triomphe, celui de Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi. J'ai eu envie de commencer cette intervention en vous disant « Vous êtes formidable ». L'objet de l'Assemblée, valider la fusion Vivendi-Sigram Canal+. Voilà qui concrétise l'opération lancée en fanfare au mois de juin dernier. C'était alors le temps du bonheur. Jean-Marie Messier et Pierre Lescure allaient s'offrir l'Amérique et le monde entier en prime. Quelques mois plus tard, le vernis a peu à peu craqué. L'opération apparaît bien risquée. Premier épisode, Vivendi doit absorber Sigram, c'est-à-dire les studios Universal, un catalogue impressionnant de films et de chanteurs. Cinéma, téléphone, Internet, l'entreprise se jette dans la nouvelle économie. Une transformation peut-être trop rapide. Vivendi apparaît comme un ensemble disparate, un espèce de conglomérat disparate avec de multiples activités. On peut se poser des questions sur la cohérence de ces activités. Deuxième acte de la fusion, Vivendi avale Canal+. Et enjeu majeur, tente de mettre la main sur son précieux fichier d'abonnés. Problème, le rapprochement inquiète les salariés de la chaîne qui redoutent des plans sociaux et la perte d'une certaine indépendance de ton et d'esprit. Canal+, c'était le groupe avant, c'était le groupe Canal+, c'était le groupe Canal+, qui se gérait, qui était en expansion. Maintenant, on fait partie d'un groupe. On est le numéro 2 mondial, paraît-il, de la communication en Vivendi. On est le numéro 2 mondial, on est la World Company, quoi. On est vraiment devenu la World Company, là. Autre inquiétude, celle du cinéma français. Canal+ est son principal bailleur de fonds. Les professionnels craignent que ce soutien ne s'effondre. Demain, les dirigeants de Vivendi vont siéger au conseil d'administration de l'Association des producteurs américains qui n'a de cesse de démanteler nos réglementations, celles qui favorisent la création en Europe. Ils vont financer des actions de cette association contre nos positions, contre celles du gouvernement français. C'est ça qui nous inquiète. Pour éviter d'en arriver là, le monde du cinéma va saisir le Conseil d'État. Un recours pour tenter, selon les professionnels, de sauver l'avenir de Canal+, à leurs yeux une exception française. Avant le sommet de Nice, le président Jacques Chirac avait décidé de prendre son bâton de pèlerin, un marathon qu'il a conduit dans les 14 capitales européennes. Aujourd'hui, il connaît un peu mieux les cartes maîtresses de ses partenaires. Quel est l'enjeu? La réforme des institutions de l'Europe des 15 en vue de l'élargissement aux 12 pays candidats, par exemple la Pologne. Pour réussir, 3 priorités. Tout d'abord, la taille de la Commission européenne, l'exécutif des 15. Actuellement, elle est composée de 20 commissaires. La France voudrait réduire le nombre. Au nom des petits pays, le Premier ministre portugais a abattu une carte, pas de touche à nos commissaires. Autre priorité, la pondération des voix, c'est-à-dire le pouvoir politique au Conseil des ministres. Le nombre de voix est fonction de l'importance démographique.
Les grands pays, tels que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, ont 10 voix. Les autres, de 8 à 3 voix selon leur taille. Le Premier ministre espagnol a posé sa carte, il veut jouer dans la cour des grands. Alors que l'Allemagne, avec ses 82 millions d'habitants, veut peser beaucoup plus lourd. Eh bien, je ne suis pas favorable à ce qu'on appelle un décrochage. Je ne suis pas favorable. Le chancelier n'abat pas sa carte de suite. Nous nous sommes mis d'accord pour se mettre d'accord à Nice. Troisième priorité, le vote à la majorité. Le Britannique Tony Blair joue carte sur table. Des lignes rouges ne seront pas franchies, dit-il, notamment le vote à l'unanimité que les Britanniques souhaitent maintenu sur des dossiers sensibles. Nice, un pari pour l'avenir de l'Europe et un traité peut-être à la dernière minute. Elle dit qu'elle a honte d'être obligée de faire travailler son fils dès le petit matin avant l'école, honte de n'avoir que 5 vaches à traire et 8 hectares de terre. Alors Madviga a hésité avant de nous laisser filmer. Dans l'étable, les conditions d'hygiène ne répondent pas vraiment aux normes de l'Union européenne et si elle accepte finalement de parler, c'est pour dire sa peur de l'Europe. On ne gagne pas assez pour investir ou seulement rénover. Alors je ne sais pas ce qu'on va devenir. Trop petite, la ferme n'est pas rentable. Comme les 3/4 des exploitations du pays, elle ne fera pas le poids lors de l'intégration de la Pologne dans l'Europe. Le mari, affairé autour de ses cochons, se souvient que la ferme avait bien failli disparaître pendant le communisme. Mais comme une majorité de paysans polonais, son père avait réussi à éviter la collectivisation forcée des terres. Aujourd'hui, ce n'est plus le communisme qui menace la ferme, mais l'Europe. Je ne suis pas pour les communistes, mais à cette époque je vivais mieux. Je pouvais nourrir ma famille, les prix étaient garantis. Avec l'Europe, je ne sais pas comment ça va se passer. Une autre ferme, dans le même village, mais un tout autre discours. La famille Zarosic possède 75 hectares de terre et des moyens qui n'ont rien à envier aux agriculteurs français et allemands. Déjà compétitive, la ferme de Stanislav et de son fils survivra à l'entrée dans l'Europe. Tous les deux sont même très impatients d'avoir les avantages liés à la politique agricole commune. Ici, seul le blé est subventionné par l'État polonais, alors qu'au sein de l'Europe, beaucoup de produits sont subventionnés. C'est pour ça qu'il faut que l'on soit intégré à l'Europe très vite. Alors même si le prix à payer est la disparition de milliers d'agriculteurs, la Pologne veut entrer dans l'Europe et elle s'impatiente devant les exigences des 15 et n'espère pas grand-chose du sommet de Nice. Le président ivoirien Laurent Gbagbo avait prévenu hier soir dans une déclaration solennelle. En cas de nouveau débordement ce matin, les forces de l'ordre avaient pour consigne de s'opposer par tous les moyens aux fauteurs de troubles. Or, troubles, il y eut ce matin dans plusieurs communes populaires d'Abidjan. Des incendies, des barricades, une situation quasi insurrectionnelle pour la 2e journée consécutive. Mais contrairement à hier, l'armée ivoirienne a fait son apparition, participant aux côtés de la police et de la gendarmerie aux opérations de démantèlement des barrages et de ratissage. Conséquence, une répression bien plus sévère. Des blessés et des morts aussi, dont il est difficile d'évaluer le nombre côté insurgé. Le ministre de l'Intérieur déplore pour sa part la mort d'un gendarme et d'un policier. Au fur et à mesure de la reprise en main, des manifestants étaient contraints de déblayer les barricades avant, pour certains, d'être arrêtés. Le pouvoir ivoirien a donc tenu parole et choisi la manière forte pour réduire les partisans de l'opposant Alassane Ouattara, pour la plupart comme lui musulmans et originaires du nord du pays. Des partisans qui protestent toujours contre l'invalidation de leur leader aux élections législatives, toujours prévues dimanche prochain. Le nord du pays pour l'instant se tient tranquille. Aucun incident grave n'a été signalé dans une région pourtant jugée favorable à Alassane Ouattara. Ce qui n'empêche pas le gouvernement français, qui avait très tôt apporté un soutien remarqué au nouveau président Laurent Gbagbo, de se dire ce soir gravement préoccupé par la situation. Dans
Dans une rue de Santiago, deux femmes marchent sur le chemin du souvenir. Lili et Liliane ont en commun d'avoir chacune perdu un frère en 1973, peu après le coup d'État du général Pinochet. Tous les deux victimes de la caravane de la mort, cet escadron chargé de la liquidation des opposants. Comme Mario, le frère de Liliane, fusillé 5 semaines après son arrestation. Les derniers instants de mon frère ont été terribles. Lui et ses camarades avaient été torturés totalement. Ongles arrachés, des mains et des pieds, yeux crevés. C'était une chose horrible. Mario était avocat, haut fonctionnaire. Claudio, le frère de Lili, était ingénieur agronome. L'un comme l'autre avait un même tort, celui de militer au Parti socialiste de Salvador Allende. Nous voulons au moins la vérité et que Pinochet soit jugé, parce que le cerveau c'était lui qui faisait tuer tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. Moi, ce que je réclame, c'est un petit peu de compassion. Même pas la vérité, parce que la vérité, on la connaît. La reconnaissance de ce qui est arrivé et de la compassion, parce qu'ils n'en ont aucune, ces militaires. Quand vous les voyez à la télévision, ils ont toujours cette morgue, ils nous parlent de haut, ils nous disent d'oublier, de penser à l'avenir. Mais nous ne pouvons pas oublier, c'est impossible. Depuis l'inculpation de l'ancien dictateur, Lili et Liliane savent qu'elles ont eu raison de refuser l'oubli. Elles sont fortes. Elles ont depuis longtemps fait don de leur douleur à la justice. En visite officielle à Berlin, le Premier ministre socialiste du Maroc ne peut éviter la question sur un acte qui ternit son image d'homme de l'alternance, l'interdiction de 3 grands journaux marocains. J'étais attristé par le travail de sape et de discrédit, d'atteinte à la crédibilité du pays, à laquelle s'est livrée une partie de la presse, quelques journaux. Des journaux qui ont osé lever un tabou, celui qui entoure l'attentat manqué d'août 72 contre le roi du Maroc. La version officielle avait toujours désigné comme seul coupable le général Oufkir, homme de confiance du roi, éliminé le soir même. Mais selon les révélations des journaux interdits, plusieurs dirigeants socialistes auraient été mis dans le secret du putsch. Hypothèse, le roi Hassan II aurait ainsi pu tenir son opposition de gauche pendant toutes ces années, jusqu'au jour où il appelle au pouvoir le socialiste Abderrahmane Youssouffi. En tout cas, en interdisant 3 journaux, le Premier ministre marocain reprend une pratique qu'il a lui-même combattue pendant 30 ans. Dans cette affaire, il n'y a aucune atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons fait un travail journalistique simple et direct, c'est-à-dire que nous avons révélé à l'opinion publique des faits historiques qui sont méconnus. Les défenseurs des droits de l'homme se retournent vers le roi Mohamed VI, mais dans l'entourage de son Premier ministre, on laisse entendre que cette mesure d'interdiction n'aurait pas été prise si le palais y avait été opposé. Le mur du camp militaire Colonna d'Istria n'a pas résisté. Sur une longueur de 4 mètres, le béton est couché au sol. La déflagration a commotionné un des gendarmes qui était sur place, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Cet attentat ne fait pas de victimes à une exception près, mais c'est seulement à la chance que nous devons ce résultat. Samedi déjà, les démineurs d'Ajaccio avaient dû faire exploser une charge à proximité d'un établissement militaire. Les poseurs de bombes avaient donné l'alerte au dernier moment. Dimanche, une autre charge très puissante a été désamorcée devant le secrétariat général aux affaires corses. Aucune de ces opérations n'a été revendiquée, mais l'attentat d'hier intervient juste après l'incarcération de Olivier Saoli et Patrice Mourati, 2 cadres de la Concolta Independentista. La justice les soupçonne d'avoir participé à cette conférence de presse clandestine. Force est de constater que la répression a continué et qu'aujourd'hui on s'attaque précisément à ceux que l'on soupçonne d'avoir participé à la construction de la paix. On poursuit des gens dans les incarcères pour avoir participé à la conférence de presse qui a déclaré la paix. Donc c'est quand même assez curieux, même simplement il s'agit d'une agression contre la paix. Jean-Guy Talamoni précise par ailleurs que même si le processus de paix est menacé, le processus institutionnel, c'est-à-dire les négociations avec le gouvernement, suit son cours, lui, normalement.
Autre événement qui explique peut-être ce regain de violence, dans 2 jours à Ajaccio, l'Assemblée territoriale doit se prononcer sur le projet de loi du gouvernement pour la Corse, un projet soutenu par beaucoup dans l'île, mais un projet qui a aussi ses opposants. Tous les jeunes alors, Paris-Bordeaux, c'est 600 km. 3 heures de TGV, mais c'est surtout 1200 francs l'aller-retour. À raison d'une visite par semaine, Laurence accumule les contraventions. Voilà. Merci. Bon voyage. Je ne suis pas du tout en mesure de pouvoir payer les allers-retours en TGV de Bordeaux à Bois d'Arcy. Détenu depuis 1997 à la prison de Gradignan, près de Bordeaux, André Ségura, auteur de plusieurs hold-up et d'évasions, est transféré brutalement le 3 novembre dernier à Bois d'Arcy, dans les Yvelines. C'est un détenu de modèle, il n'a jamais fait un jour de mitard depuis mai 97 qu'il était incarcéré. Il a fait une connerie, il paye sa dette à la société, je veux dire, il n'a pas... Ça doit se limiter à une privation de liberté, pas qu'on nous brise nos liens familiaux comme ils sont en train de faire, ils sont en train de nous assassiner. Laurence avait emménagé à 800 mètres de la prison pour se rapprocher de son mari. Une proximité qui permettait à André Ségura de voir ses filles chaque semaine. Ils oublient qu'on a des enfants, que les enfants, ils n'ont rien fait. Ils sont innocents, mes enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille, pour être séparée de son père? La chancellerie ne souhaite pas s'exprimer officiellement sur cette affaire. Le directeur de la prison de Gradignan évoque hors caméra un vague problème de sécurité. Un transfert au mépris de la loi. La loi du 12 avril, théoriquement, devait mettre une limite légale et un cadre juridique à ce genre de mesures. L'administration pénitentiaire ne le voit pas de cet œil-là. Il faudra qu'une telle mesure soit contestée, attaquée devant le juge, de telle manière à faire entendre raison l'administration pénitentiaire. Noël Mamère a écrit au ministre de la Justice, demandant des explications au sujet de ce transfert. Pour lui, l'administration pénitentiaire n'a pas évolué depuis le siècle dernier. Le problème, c'est qu'un directeur de prison, c'est quasiment il est quasiment doté de droits divins. C'est le maître du monde, d'un monde fermé, d'un monde pas comme les autres, mais c'est quand même le maître du monde. Là, c'est André avec... Cette décision pourrait éloigner André Ségura de sa famille. Une cassure qui ne facilitera pas son retour dans la société. Plébiscite toutes catégories confondues, c'est Paul Bocuse que les Lyonnais viennent de désigner comme leur meilleur ambassadeur en France et à l'étranger. En pleine bataille pour les municipales, le chef 3 étoiles, qui connaît chacun des candidats, avoue seulement un faible pour Raymond Barre, le maire sortant. Et il confie sa recette du fond de sauce politique. Je pense que les hommes sont plus importants que la politique, parce qu'une fois que l'homme est maire, il n'y a plus de politique. Donc vous pensez que c'est l'homme qui fait la fonction? L'homme qui fait la fonction et qui fait la ville. En face de Fourvière, une brasserie au cœur de la ville. Après des mois de crise de nerfs et de tractations laborieuses, la droite affiche enfin son union. Militants UDF et RPR sont côte à côte, soulagés. C'est le président du Conseil général, Michel Mercier, qui mènera la liste. Avec un RPR, le professeur Jean-Michel Dubernard, qui cette fois s'est greffé lui-même comme bras droit. J'ai donc envie ce soir simplement de m'adresser à toutes les électrices et à tous les électeurs lyonnais et leur dire simplement une chose. Si vous ne voulez pas que cette ville tombe à gauche, vous n'avez qu'une seule liste qui a capacité à le faire, c'est la nôtre. Parce qu'il y a aussi Charles Millon qui occupe l'espace. Une campagne tout-terrain, un programme très complet basé sur la sécurité. L'ancien président du Conseil régional espère faire oublier son alliance passée avec le Front National. Bon. Bonjour madame. Bonjour madame. Charles Millon. Très bien. On va pas vous déranger plus. On va faire la... Au revoir madame. Au revoir mesdames. Tout le monde connaît mes engagements familiaux, mes engagements spirituels, mes engagements moraux, mes engagements politiques. Alors,
ras-le-bol de toutes les bêtises que racontent un certain nombre de personnes qui ont envie, parce qu'ils sont incapables d'arriver par eux-mêmes, d'arriver par les accusations qu'ils portent sur les autres. Je me présente, Charles Mire. Bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Pourtant, à droite, la perspective d'une alliance entre les deux tours hérisse certains. Du coup, à gauche, on voit à la santé du trou de Lyon. Bon, donc, à la vôtre. La droite est confrontée finalement à une alternative assez fâcheuse pour elle. Soit elle fait alliance avec Charles Millon et effectivement elle perd un nombre considérable de voix puisqu'il y a 8 points d'écart, soit elle ne fait pas alliance et il y a une triangulaire et à ce moment-là nous écrasons la droite. Pour Gérard Collomb, la mairie n'a jamais semblé plus à portée de main. Alors le leader de la gauche plurielle joue l'ouverture, le modernisme et les nouvelles entreprises, avec la réhabilitation du 9e arrondissement dont il est maire comme carte de visite. Et puis à l'hôtel de ville, il y a Raymond Barre dans son bureau qui juge, mais qui se garde bien d'arbitrer. On veut me faire passer pour socialiste. C'est, passez-moi l'expression, c'est rigolo. Je dirais, je préfère que Lyon reste une ville du centre droit. Si une alternance se produisait, ce ne serait pas la fin du monde. Les candidats ont 3 mois pour peaufiner leurs arguments. Paul Bocuse, lui, a déjà le slogan. Allez, bon appétit et comme on dit à Lyon, une large soie. Une éducatrice qui mesure les portes des caravanes des prostituées pour être sûre que des fauteuils roulants peuvent entrer, vous me direz, il n'y a qu'un réalisateur de cinéma pour avoir une idée pareille. Et pourtant ça s'est vraiment passé comme ça. D'ailleurs tout ce que raconte National 7 est vrai. Un film qui s'est alterné paroles crues et paroles émues pour aller droit au but. Ça existe vraiment des femmes fichues comme ça? Julie. Vous m'entendez? Il faut que vous me trouviez une prostituée. Il y a qu'elles qui voudront de moi, il n'y a qu'à vous que je peux demander ça. Cette situation, Julie Sinapi l'a vécue. Éducatrice spécialisée, elle a dû, comme beaucoup d'autres, trouver elle-même la solution au problème car légalement rien n'est prévu. Les handicapés sont pris en charge pour le gîte et le couvert, mais pour le reste... Primo, discrétion absolue. Personne ne doit savoir. Et ensuite, sur le plan administratif, je ne sais absolument pas ce qui est prévu. On est dans le cadre d'une sortie. Médical ou loisir? Ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. La difficulté pour beaucoup, c'est d'être considéré un adulte. Si le sujet peut paraître lourd, le ton du film est lui résolument léger. Les exigences de René viennent perturber le quotidien des autres pensionnaires qui ne demandaient pas mieux pour la plupart. J'ai peur, non je ne veux pas y aller, on s'en va. Comme d'autres résidents du foyer où le film a été tourné, Nicolas a tenu à jouer un rôle. Est-ce que vous avez peur que le film choque des gens qui ne connaissent pas d'handicapés ou qui ne connaissent pas les problèmes des handicapés? Au contraire, je pense que ça peut les... Enfin, pas les rapprocher, mais voir une autre image de l'handicapé, quoi. Laquelle? Parce qu'avant, on était enfermés, on nous montrait pas. Tandis que maintenant, on nous montre. On a besoin de se battre encore pour dire qu'on est là. Et qu'on vit comme les autres. C'est pas parce qu'on a des peines dans la fauteuil qu'on vit pas comme les autres. Et ça, je tenais à le dire. Avec National 7, Julie, Karine et Nicolas semblent nous dire « Le handicap, ce n'est pas une punition. C'est des roues à la place des jambes, certes, rien de moins, rien de plus. »
En visite officielle à Berlin, le Premier ministre socialiste du Maroc ne peut éviter la question sur un acte qui ternit son image d'homme de l'alternance, l'interdiction de 3 grands journaux marocains. J'étais attristé par le travail de sape et de discrédit, d'atteinte à la crédibilité du pays, à laquelle s'est livrée une partie de la presse, quelques journaux. Des journaux qui ont osé lever un tabou, celui qui entoure l'attentat manqué d'août 72 contre le roi du Maroc. La version officielle avait toujours désigné comme seul coupable le général Oufkir, homme de confiance du roi, éliminé le soir même. Mais selon les révélations des journaux interdits, plusieurs dirigeants socialistes auraient été mis dans le secret du putsch. Hypothèse, le roi Hassan II aurait ainsi pu tenir son opposition de gauche pendant toutes ces années, jusqu'au jour où il appelle au pouvoir le socialiste Abderrahmane Youssouffi. En tout cas, en interdisant 3 journaux, le Premier ministre marocain reprend une pratique qu'il a lui-même combattue pendant 30 ans. Dans cette affaire, il n'y a aucune atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons fait un travail journalistique simple et direct, c'est-à-dire que nous avons révélé à l'opinion publique des faits historiques qui sont méconnus. Les défenseurs des droits de l'homme se retournent vers le roi Mohamed VI, mais dans l'entourage de son Premier ministre, on laisse entendre que cette mesure d'interdiction n'aurait pas été prise si le palais y avait été opposé.